Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'École internationale Mohamed VI de santé publique et ESSEC Business School Campus Afrique. Bonjour à vous tous. Le Maroc en marche dans un pays en formidable expansion socio-économique et plus que jamais l'heure est à la libération des énergies. Les défis sont tellement grands et ils sont tellement structurants aussi que tous les secteurs d'activité sont appelés à se mettre en ordre de marche. En premier lieu, l'appareil productif, certes, mais aussi et surtout l'arsenal dit instructif mis à disposition dans les grandes écoles de formation. La question est aussi de savoir ce qu'il en est après la période d'apprentissage, ce qui nous ramènera à la formation continue, tant les métiers sont appelés évidemment à évoluer, à changer, voire à disparaître complètement. Et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Ridouane Bellouali, directeur de l'École internationale Mohamed VI de santé publique et du Centre Mohamed VI de formation continue. Bonjour Si Bellouali, merci d'être là, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'ai le plaisir également de recevoir Si Salahdine Chafouk, de Business Development Manager de l'école ESSEC Business School Afrique. C'est bien ça cette fois-ci. Merci beaucoup, Si Chafour. Et Si Hassan Smili, merci à vous. Vous êtes doyen, fondateur de la faculté des lettres et des sciences humaines de Casablanca, ancien directeur du pôle études et recherche du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. C'est bien ça. Merci beaucoup, Sismili. Merci d'avoir répondu en tout cas tous à notre invitation. On va parler de l'état des lieux. Je commencerai par vous, Si Bellouali, l'état des lieux justement de la formation continue ici au Maroc. Voilà, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? D'accord, merci beaucoup. Moi, je vais parler de l'état des lieux, pas en général, mais spécifiquement dans le domaine des sciences de la santé. Mais je pense que ça s'applique en gros à tous les domaines. Aujourd'hui, nous avons deux pôles. Le premier pôle, c'est les parties prenantes et qui sont les meneurs de la formation continue. Et le deuxième pôle, c'est les bénéficiaires de la formation continue. Donc, au niveau du premier pôle, on a une complexité. Si je prends l'exemple du domaine de la santé, et je pose la question qui sont les parties prenantes, je trouve en gros il y a 4 parties prenantes. Il y a bien entendu d'abord le ministère de la Santé et de la Protection sociale, qui est le responsable de la stratégie et de mise en place de la politique, de la législation, tout ce qui concerne la formation continue. D'autre part, il y a toutes les universités et les sociétés savantes qui sont les spécialistes de contenu. C'est eux qui sont capables de produire des formations continues avec des objectifs et avec un contenu. Mais il y a aussi, étant donné le contexte, il y a les organismes d'assurance maladie, par exemple, ou les associations qui ont aussi un mot à dire, aussi bien en termes de financement qu'en termes de contenu, etc. Ça, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, c'est les bénéficiaires. Si je prends tous les professionnels de santé au Maroc, aujourd'hui, comme pour répondre à votre question, il y a l'accès à la formation continue est encore un peu compliqué pour différentes raisons. L'accès géographique, les gens qui sont très éloignés en milieu rural ont moins d'accès que les gens qui sont dans les grandes villes. L'accès financier aussi. L'accès en termes de contenu, l'offre n'est pas très suffisante pour répondre à tous les besoins exprimés par les bénéficiaires. Bon, je vais m'arrêter là, on pourra encore... Vous avez évoqué 2 pôles, peut-être qu'il existerait aussi peut-être un 3e pôle au niveau des étudiants eux-mêmes. Parce que la définition de la formation continue, en réalité, c'est un ensemble d'activités qui commence lorsqu'on a terminé la formation initiale. Il y a quelqu'un qui a fait une licence ou un master ou même un doctorat, il a terminé ses études initiales et c'est là où il faut qu'il y ait une conscience qu'on ne termine pas. L'adage, le terme très connu dans ce domaine, c'est apprendre tout au long de la vie. Personne ne doit dire « ça y est, j'ai terminé mes études ». D'ailleurs, il y a des termes que moi je n'aime pas. Par exemple, lorsqu'un étudiant il est en master, on dit qu'il prépare un PFE. Projet de fin d'études. Ce terme fin d'études,
il prête à confusion. C'est quelqu'un qui, ça y est, à la fin, est arrivé il ne va plus apprendre. Au bout de sa mission. Apprendre, c'est tout au long de la vie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'articles qui sont publiés, y compris pour le Maroc. Par exemple, un des articles que j'ai lu récemment, on a posé la question sur la formation continue à des groupes de médecins. Il n'y avait que 25% qui avaient cette conscience qu'ils vont apprendre tout au long de la vie. Il y avait beaucoup de personnels qui ont dit, bon, moi j'ai appris, j'ai ma spécialité, ça y est, je commence à travailler. Et l'évolution du savoir, l'évolution des technologies aujourd'hui, elle est tellement rapide que l'apprentissage devient, je vais dire, tous les jours. Bon, maintenant, peut-être qu'on va parler des modalités de formation continue. Avant, les gens venaient en classe devant un prof. Ça a changé. Aujourd'hui, la situation devient plus complexe, mais c'est un autre sujet. Voilà, c'est chaque fois que cette expression fin d'études, vous aussi, c'est une expression que vous écartez, dans la mesure où là aussi, est-ce que beaucoup d'intervenants justement participent à l'évolution de l'apprentissage et de la formation continue, vous aussi à votre niveau? Alors, je rejoins parfaitement M. Belouali dans ce qu'il a dit. Et les études n'ont pas une fin. Par contre, moi je rajouterais autre chose, c'est que les apprentissages que nous faisons et les études que nous faisons, ils ont une date d'expiration. Et ça c'est très important. Parce que c'est là où vient toute la notion d'apprentissage tout au long de la vie. Il faut toujours, on est en le monde, il est devenu, on parle de monde VUCA, c'est-à-dire vulnérable, incertain, on est dans la complexité en permanence. Et si on ne se met pas à jour, on risque d'être obsolète dans la manière de faire notre travail ou dans les compétences que nous avons. Et on voit après le paradigme qui est en train de changer. Le rapport que vous avez, je pense, qui est le point central de cette série de débats, qui est le Future of Jobs, le futur du travail et les métiers d'avenir, fait par le World Economic Forum. Il parle de ça où on est en train de changer de paradigme et on change d'un apprentissage ou même de recrutement sur la base de credentials, c'est-à-dire de diplômes et d'expériences professionnelles, plutôt vers un recrutement à travers les compétences. Et quand on parle de compétences, on parle de formation tout au long de la vie, parce qu'il y a des compétences nouvelles qui s'ajoutent à n'importe quel métier et à n'importe quelle carrière. Et il y a des compétences qui disparaissent ou qui doivent être mises à jour. Donc on est en perpétuelle quête de savoir, surtout avec l'abondance de l'information et la démocratisation un peu de l'accès à la formation. Tout le monde maintenant peut rentrer sur YouTube et se former sur n'importe quel sujet, que ce soit technique ou même sur des soft skills. Mais notre rôle en tant qu'école de formation, université ou institution d'enseignement supérieur, c'est d'accompagner les participants, les cadres ou les diplômés qui sont sur le marché du travail, les professionnels et les entreprises, à répondre à ces besoins, à s'adapter, à contextualiser ce qu'ils sont en train de faire. Et on est dans une logique de partenaire du monde professionnel pour les aider à naviguer ce monde qui est devenu très complexe et très incertain. Je m'adresse à vous, professeur Smili. Je rappelle que vous êtes ancien directeur du pôle études et recherches du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. On a entendu quand même de la formation du futur. J'imagine que les temps ont beaucoup changé. Le terme même de formation a peut-être complètement été bouleversé au cours des dernières années. Qu'est-ce qui fait la différence en matière de modalité, justement ? D'abord, je vous remercie pour votre invitation. Au niveau de la formation continue, effectivement, au niveau du Conseil, on a beaucoup réfléchi à la question. On a sorti dans la vision stratégique, il y a une partie importante réservée à la formation continue. Et on insiste surtout sur un lien organique entre la formation initiale et la formation continue. On ne peut pas faire de la formation continue sans avoir fait de la formation initiale. Et même pour les gens qui pensent à la formation continue, ils ont en background déjà toute la formation initiale, etc. Donc il y a un rapport vraiment très étroit entre les deux. Tout à l'heure,
Mes collègues ont parlé de la formation, la fin des études, de la formation initiale comme un début de quelque chose en fait. Moi je l'assimile souvent à un permis de conduire. Quand on a un permis de conduire, ça ne veut pas dire qu'on sait vraiment conduire. On apprend à conduire. On a l'autorisation de commencer à apprendre à conduire dans la vie, dans la circulation réelle, dans la pratique, etc. Donc c'est un début d'apprentissage, et non pas une fin. Pour les sciences de la santé, c'est grave. Moi j'ai été étonné par le chiffre que vous avez donné de 25%. C'est grave que 25% seulement des médecins soient conscients qu'ils sont dans un processus d'apprentissage qui dure jusqu'à la fin de leur carrière. Et c'est grave parce que ça change tellement qu'un médecin risque de perdre son métier. Dans quelques années, il risque carrément d'être out par rapport à l'utilisation de la technologie, par rapport au niveau de tout. Professeur Belouali, comment ça se fait justement que les médecins ne soient pas véritablement conscients de l'enjeu, de l'importance? Parce que là, vous dites pratiquement, c'est quoi? C'est 25%, c'est un médecin sur 4 qui n'est pas conscient effectivement de se remettre en question, et d'autant plus que ça va très vite. C'est ça la question. Je vous remercie pour votre observation de dire qu'il faut qu'il y ait un lien entre la formation initiale et la formation continue. Je donne l'exemple de l'université où je travaille, l'université Mohamed VI des sciences de la santé. Lorsque cette université a démarré, il y avait à peu près 7 facultés, médecine, pharmacie, sciences infirmières, ingénierie biomédicale, santé publique, etc. Et donc on a commencé par la formation initiale. On forme des gens pendant soit 3 ans pour la licence, ou les masters, ou les doctorats en médecine, etc. Mais juste après, les décideurs, ceux qui gèrent l'université, ils ont tout de suite pris conscience, et je pense qu'ils ont été très clairvoyants. Ils ont créé un centre de formation continue qui est similaire à une faculté, mais qui, pour toutes ces disciplines, créait des formations continues. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que beaucoup de médecins, effectivement, suivent ce cheminement-là? D'abord, c'est une perception positive. Ils sont dans une université, ils savent, si un médecin, par exemple, il voit tous les jours qu'il est dans la faculté de médecine pour la formation initiale, mais il voit s'afficher devant lui tous les jours des formations continues. Et nous avons aujourd'hui des médecins en dernière année, par exemple, en 5e ou en 6e, qui déjà sont allés chercher des formations continues complémentaires, pas seulement les médecins. Donc, je pense que durant sa vie à l'université, le professionnel, quel qu'il soit, un médecin ou ingénieur, etc., doit rencontrer la formation continue. Parce que s'il quitte l'université et qu'il n'a pas rencontré cette formation continue et s'apercevoir de son utilité, peut-être qu'il ne sera pas très motivé à aller chercher des formations continues. Donc, je pense que les universités, ils ont un rôle crucial de mettre en place des systèmes de formation continue qui accompagnent les formations initiales durant même la vie de l'étudiant à l'université. Est-ce que si Chafour, justement, la difficulté, c'est de ne pas faire comprendre, de ne pas réussir à faire comprendre aux étudiants qu'effectivement, il n'existe plus véritablement de fin d'études. C'est ça toute la difficulté, parce que arriver au bout du cursus, voilà, et on les a vus, on a vu beaucoup d'étudiants, même d'ailleurs, faire des mouvements de grève, parce que pour eux, même, ils ne veulent pas continuer jusqu'à 7 ans justement de formation au niveau de la médecine. Pour beaucoup d'entre eux, justement, voilà, fin d'études, exercer dans la vie active. Est-ce que toute la difficulté, encore une fois, n'est pas de leur faire comprendre voilà, que la vie professionnelle continue, que la formation professionnelle en elle-même continue? Alors ça c'est un peu c'est une réalité à laquelle ils vont être en face dès qu'ils sortent sur le marché du travail, et quand ils vont vouloir gravir les échelons, on va leur dire il faut un executive MBA pour les postes de direction, il faut faire un executive MBA dans telle grande école américaine, anglaise ou même au Maroc. Donc c'est une réalité qui va rapidement, on va dire,
ils vont être efforcés de la prendre en compte rapidement. On le voit plutôt sur des métiers plutôt que d'autres, sur des formations plutôt que d'autres. Par exemple, les ingénieurs sortis d'école, rapidement, ils vont se dire j'ai besoin quand même d'avoir une formation en finance, en marketing ou en management général parce que ils ont eu une formation très très technique, mais ils n'ont pas les compétences pour. C'est pas qu'ils n'ont pas les compétences, mais c'est juste qu'ils veulent rapidement acquérir on va dire les disciplines ou au moins comprendre le même langage et avoir le même langage que leur directeur financier, que leur directeur des opérations ou que leur DRH ou leur directeur marketing et commercial. Donc, dans mon expérience professionnelle, j'ai vu que les ingénieurs, c'était ceux qui viennent le plus rapidement et très en avance par rapport aux autres formations. Les médecins aussi, depuis la libéralisation du secteur avec l'entrée en vigueur de la loi qui permettait à des non-médecins de monter des structures, des établissements de santé, mais que la direction de l'établissement est confiée à un médecin. On a vu beaucoup de médecins qui sont venus pour nous dire je veux faire un executive MBA, je veux comprendre c'est quoi le marketing, comment gérer les risques, comment gérer un établissement de santé d'un point de vue financier pour qu'il y ait une performance financière, mais en même temps garder une qualité de service. Donc des fois c'est ou bien le changement ou le trigger, c'est-à-dire le déclencheur, c'est un cadre réglementaire qui change, où le métier dans sa nature n'a pas cette palette de compétences assez holistique pour pouvoir exercer en entreprise. Les chefs d'entreprise aussi, ceux qui choisissent le parcours entrepreneurial, ils sont obligés au moins d'acquérir d'autres compétences, ou bien techniques ou en soft skills. Donc, pour répondre clairement à la question, les écoles, ils font cet effort, mais il faut que l'étudiant et le futur professionnel soient conscients de l'importance de l'apport de la formation continue. Et c'est exactement ce que dit M. Belouali, que l'université, elle peut faire l'effort qu'elle veut, mais à la fin, il n'y en a que 25% qui se disent que je dois faire une formation continue par la suite. Mais ils vont se heurter à la réalité rapidement. Une réalité effectivement qui est quand même assez rapide, c'est une époque qui bouge. Professeur Smili, c'est bien de remettre à chaque fois ces connaissances en cause, en question, mais moi je me mets aussi à la place d'un étudiant, à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans après le bac. C'est épuisant, c'est légitime, c'est humain. Qu'est-ce qu'il va se demander? Il va se dire maintenant je cherche plutôt beaucoup plus à m'investir dans la vie active et gagner ma vie. Ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire que, effectivement, quand il est étudiant à plein temps, il consacre tout son temps aux études. Mais là, il sort, il est dans un métier, et c'est le métier qui réclame. C'est-à-dire qu'au bout de quelques années, il faut qu'ils se disent, comme disaient tout à l'heure mes collègues, effectivement, mais est-ce que je suis vraiment encore apte à exercer ce métier-là? Et la question, elle lui est posée par le contexte lui-même, par ses résultats, etc. Moi, je crois que d'abord, la formation continue, la culture de la formation continue, de l'apprentissage tout au long de la vie. Nous avons cette culture justement ici au Maroc, effectivement, les gens sont conscients de cette culture-là. Ça doit être acquis à la formation initiale. Il faut qu'au bout des 3, 4 ou 7 ans ou 8 ans d'études, le lauréat, l'apprenant, se rende compte ou soit convaincu qu'il est au début et non pas à la fin. Que son diplôme est une entrée en matière et non pas un couronnement. C'est très important comme conviction. Et là, effectivement, bon, ça c'est l'aspect personnel, la conviction personnelle. Mais il y a le contexte qui lui impose aussi. Et là, on différencie les métiers. Effectivement, si un médecin, 6 heures dans son cabinet, il est dans le train-train de ses consultations quotidiennes, etc., et il ne veut rien voir par ailleurs, au bout de quelques temps, il va voir que sa clientèle diminue de plus en plus et que, il va se demander pourquoi.
Si au contraire, il est ouvert, il va vers les congrès, il suit la formation, etc., là, et on se rend compte. Nous tous, je crois, en allant chez un médecin, on se rend compte de celui qui est vraiment à la page, qui suit les choses, et celui qui est... Il y a des médecins qui refusent même de faire une échographie. Ils vous disent, j'en ai pas besoin. Il est encore à son matériel classique, etc. Bon. Mais il n'y a pas que les médecins. Moi, j'aimerais, si vous permettez, intervenir sur un autre métier dont on ne parle pas, mais qui, la base, c'est le métier de l'enseignant. Le métier de l'enseignant, au niveau de la formation, au niveau de l'enseignement scolaire, les enseignants sont plus ou moins conscients de la nécessité de la formation continue. Seulement, la formation continue est organisée au niveau central et c'est un peu du folklore. C'est-à-dire que les gens, ils vont une fois, 2 jours par an peut-être, et on leur organise des festins. Ils sont là ensemble, ça discute, ça rigole, ça mange, etc. Mais quand on mesure la formation, on se rend compte, le rendement, on se rend compte que c'est vraiment très faible. Et donc, il y a cette formation continue qui continue à être pratiquée de cette façon-là. Et puis, il y a le nombre, parce que nous avons quelque chose comme 400 000 enseignants. Comment faire de la formation continue à 400 000 enseignants, et surtout lorsque c'est centralisé. C'est le ministère, ce sont les académies qui reçoivent les instructions du ministère, et ça se dispatche comme ça au niveau des inspecteurs, etc. Ça ne peut rien donner. Vraiment, ça ne peut rien donner. Moi, je considère que, je dis ça et j'assume que le métier d'inspecteur, ou bien il doit être réformé d'une manière vraiment très radicale, ou bien il va disparaître. Parce que ça ne sert à rien de rendre visite à un professeur dans sa classe une fois tous les 3 ans, et se dire on est en train de faire évoluer les choses parce qu'on inspecte, parce qu'on donne une note pour la promotion, etc. Vu ce nombre, 400 000, vu le nombre d'établissements, etc., la formation continue ne peut être que décentralisée, réellement décentralisée jusqu'à la plus petite unité, c'est-à-dire l'école elle-même, l'établissement. Et là, ça nécessite, alors il faut des conditions. Des conditions d'avoir la culture du travail en équipe, par exemple. Le métier, je le dis souvent, le métier d'enseignant est un métier collectif, d'équipe par excellence. Or, malheureusement, il est pratiqué d'une manière solitaire. Le maître ou le professeur vient à l'école, il va à la cafette prendre un thé peut-être, puis après il rentre dans sa classe, il ferme derrière la porte, personne ne sait ce qu'il fait. Personne. Sauf l'inspecteur qui vient une fois tous les 3 ans. Et maintenant, on parle d'écoles pionnières, mais les écoles pionnières, il y a des conditions pour qu'il y ait réellement des écoles. Il ne suffit pas de postuler pour être une école pionnière. Il faut que le staff soit réellement une équipe. Il faut que la formation continue soit organisée à l'intérieur, selon les besoins de chaque établissement. Si on n'a pas les moyens, on peut, là, effectivement, s'organiser en réseau, faire venir des formateurs, organiser la formation à distance, qui est de plus en plus maintenant efficace. Il y a des moyens de bien suivre la formation à distance, contrôler est-ce que l'employé ou le cadre a suivi cette formation, est-ce qu'elle a obtenu des résultats, etc. Il y a beaucoup de moyens maintenant. Et ce n'est que de cette façon-là qu'on peut, je crois, réellement construire une formation continue et efficace. L'enseignement au Maroc, bon, on le connaît, effectivement c'est un handicap qui est au long cours. Est-ce que, et Dieu sait que c'est la première marche vers la médecine, vers l'ingénierie, est-ce que c'est un handicap quelque part que vous ne ressentez pas vous aussi à votre niveau, parce que tout part effectivement de l'enseignement et ça aboutit vers vous. Est-ce que là aussi il n'y a pas quelque chose aussi à faire au niveau de peut-être ne serait-ce que de la formation continue? Et Dieu sait que les mouvements, peut-être un peu de contestation, on en a entendu parler il y a quelques semaines dans ce domaine-là. Est-ce que vous ne subissez pas aussi quelque part toutes les difficultés ressenties dans le domaine de l'enseignement, en tout cas à votre niveau, au niveau en tout cas de l'enseignement supérieur déjà? De l'enseignement primaire jusqu'à... Bien sûr, c'est une évidence. Si on reçoit la qualité même de la formation, l'une des variables qui fait que le produit final
est de très bonne qualité et sa formation au niveau primaire et secondaire, c'est indiscutable au niveau des langues. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui se font et on pose la question aux entreprises et aux firmes internationales et nationales, quelles sont les compétences les plus demandées. Aujourd'hui, on ne demande plus, les employeurs ne demandent plus les compétences techniques. Parce qu'ils savent que si tu viens chez moi, je vais t'apprendre toutes mes procédures, etc. Les deux premières compétences les plus demandées dans des études les plus récentes, il y a une compétence qui est comportementale, critical thinking comme on dit. Adaptative. Et il y a une compétence data analyse. Quelqu'un qui ne sait pas analyser des données et qui ne sait pas réfléchir d'une manière critique, on ne peut pas aller loin avec lui, même s'il a des compétences techniques. Donc, il y a de plus en plus une réorientation des formations continues. Je donne l'exemple de centres où je travaille. On a eu conscience de ça. On a travaillé avec des universités au niveau national, au niveau international, surtout américain. Et on a découvert que ce domaine-là est très grande priorité, les sciences comportementales. On a même créé au niveau du centre un département de sciences de comportement, leadership et sciences de comportement, comme ça il s'appelle. Et on a vu qu'il y a des grandes institutions, comme le ministère de Finances, comme l'OFPPT, comme la CNOPS, qui ont tout de suite demandé ces formations pour leur cadre supérieur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont de très bons cadres dans le domaine des finances, du management, etc. Mais il y a toujours un problème, je donne un exemple. Est-ce que les gens sont dans un seul projet, sont capables de travailler ensemble? Est-ce qu'il y a une compétence en termes de communication, en termes de gestion de conflits, etc., etc. Et il y a beaucoup d'administrations aujourd'hui qui ont des cadres ingénieurs, administrateurs qui sont de très bonne qualité. Mais il y a ce volet comportemental qui manque. Donc on a créé... Ce que je veux dire par là en conclusion, c'est que les universités académiques ne doivent pas s'enfermer sur elles-mêmes. Il faut créer des systèmes de veille et sortir. Il faut avoir les yeux très ouverts au niveau national et international et tout de suite trouver des niches ou des domaines qui peuvent apporter un plus chez nous au Maroc. On a un rôle pas seulement de former, mais d'aller chercher les besoins, de construire les besoins. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui manque, je pense, au niveau de l'université. Il n'y a pas cette recherche active, parce que comment on définit les besoins? Il faut faire des enquêtes, il faut faire des benchmarks au niveau international, il faut avoir des entretiens avec les décideurs, avec les clients, etc. Et là, on définit les besoins. Ça, c'est un volet. Le deuxième volet dont je voudrais vraiment parler et qui me tient vraiment à cœur, c'est le volet pédagogique. La formation ne doit pas être une transmission de connaissances. Aujourd'hui, les connaissances sont disponibles, libres, dans tous les sites, ChatGPT, dans l'Internet offre, plus que Internet, parce que le problème de l'Internet, c'est que les gens se perdent. Et il y a aujourd'hui des ressources électroniques où on trouve des ouvrages et des articles de bonne qualité. Mais la plupart des professionnels n'ont pas accès à ces ressources électroniques parce que souvent elles sont payantes. Donc il faudra trouver un système pour que le professionnel, qu'il soit santé ou autre, ait accès à ces ressources électroniques. En termes d'ouvrages, je parle par exemple de Kern, de PubMed, etc. Il y en a qui sont gratuites. Les universitaires, ils ont accès. Parce que l'université, le CNRST, etc. sont abonnés. Donc nous avons tous un code, on a accès. Nous, lorsque quelqu'un s'inscrit chez nous en formation continue, on lui donne accès pendant une longue période, plus longue que même sa formation, juste pour l'habituer à ce qu'il peut se former tout seul. Parce que la formation n'est pas seulement en classe. Le deuxième volet, nous pensons qu'il n'existe plus de formation unique classe. La formation est devenue complexe. C'est un mix entre les MOOC,
Nous, on a déjà construit des MOOC et on a commencé dans toutes les formations continues pour chaque module. Par exemple, avant même de venir, l'apprenant, il reçoit un MOOC, etc., avec les textes, les vidéos, il fait de l'auto-évaluation avant même de venir. Donc, on lui donne 100% des connaissances. Lorsqu'il vient chez moi à l'université, c'est uniquement pour pratiquer. Il va venir au centre de simulation pratiquer avec des mannequins, ou il va venir rencontrer des professionnels de haut niveau qui ont réussi, etc., pour discuter avec eux. Mais il ne vient pas pour que je lui présente des PowerPoints. On a même interdit cette présentation classique et vraiment dépassée de transmission de connaissances. Il ne va pas se déplacer de Tanger jusqu'à Casablanca pour que je lui fasse une présentation, alors que je peux lui envoyer, discuter avec lui en ligne. Donc c'est ce changement de paradigme au niveau de la pédagogie qu'il faut aussi tenir en compte. Il y a d'autres études et d'autres publications. On a demandé à des médecins, des infirmiers, etc., pourquoi ils ne sont pas, leur perception de la formation continue. Et il y a à peu près les 2/3 qui ont dit que c'était des transmissions de connaissances, donc ils n'étaient pas intéressés. Moi-même, j'ai fait des entretiens il y a longtemps, et une sage-femme m'a dit, moi j'ai des petits-enfants, pourquoi je vais me déplacer et je sais qu'on va juste me présenter des présentations et discussions. On peut me les envoyer par email, hein, c'est très simple. Je vais les lire et je vais chercher sur Google et comprendre. Donc il y a le volet pédagogique de la formation initiale aussi, hein, mais surtout de la formation continue, est très important. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit se démarquer de la pédagogie traditionnelle de transmission de connaissances vers une pédagogie où il y a un mix. Je donne les connaissances avant même qu'il vienne et j'organise des ateliers de pratique, etc. Et j'insiste encore sur cette question de sciences comportementales et la science des données. Nous-mêmes, on a été tellement abîmés par cette question qu'on a créé une formation continue et même un master qu'on appelle Health Data Science. Parce qu'on a observé que la science des données existe dans les écoles d'ingénieurs, mais la science des données de la santé, parce que les milliards de données de la santé au niveau des hôpitaux, des centres de santé, des cabinets, c'est énorme. Et on ne profite pas de ce big data. Et donc on a créé, et ça a attiré beaucoup de public, parce que les gens se sont aperçus, il y a des gens qui se sont aperçus qu'ils peuvent changer de carrière à travers ce type de formation. Il faisait quelque chose dans l'administration, etc. Et il s'est aperçu qu'en faisant une formation en sciences des données de la santé, il peut occuper un autre poste au niveau d'un hôpital ou du ministère, etc. Alors le comportement justement de la pédagogie, Sibli Ouali a vraiment insisté sur ces deux volets et j'imagine que vous les prenez vous aussi en considération à l'ESSEC par exemple. Oui, tout ce qui est pédagogie, et je rejoins parfaitement M. Belouali, c'est-à-dire que quand les professionnels ils viennent dans des grandes écoles comme l'Université Mohamed VI des sciences de la santé ou à l'ESSEC, c'est aussi pour l'expérience. Donc ils ont des attentes qui sont de très très haut niveau et il faut délivrer, il faut leur faire atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire en termes d'acquisition des compétences, mais avec une manière qui est, entre parenthèses, très disruptive. Ce qui met une pression supplémentaire sur nos académiciens, sur nos professeurs pour pour innover dans la façon de délivrer la formation et aussi sur nous en tant qu'école pour trouver des partenariats avec le monde hors enseignement. Par exemple, on peut appeler des militaires pour faire des stages de leadership parce que la stratégie aussi qui vient du monde militaire, on peut demander des fois c'est aussi des choses qui sont très très intéressantes et c'est là où je pense le rôle de l'université ou de l'école il est très très important. C'est d'avoir une relation privilégiée avec le client. Surtout, on voit, il y a une tendance au Maroc, c'est de plus en plus d'entreprises qui veulent faire des formations sur mesure pour un groupe de cadres.
Avant, on était plutôt sur, on envoie quelqu'un faire un diplôme par-ci, un diplôme par-là, une formation à l'étranger, ou on ramène un formateur pour le faire au Maroc. Mais c'est comme si comme si on voulait mettre tout le monde dans le même moule. Alors que la formation aujourd'hui, on parle de micro-learning, d'adapter la formation à chacun. Les besoins sont différents, les compétences sont différentes. Dans une même classe, on peut avoir quelqu'un qui a un très très bon esprit analytique et quelqu'un qui est plutôt dans la résolution de problèmes, mais pas dans l'analyse des données. Et cette complémentarité, il faut faire travailler ce groupe de participants ensemble. Donc, c'est les ateliers interactifs, c'est des workshops, on peut faire du co-développement pour les participants, on peut faire du coaching des fois. Et quelque chose qui est très puissant aussi, c'est des fois de leur montrer ou de ramener des experts ou de faire intervenir des experts, c'est très bien, mais il faut les emmener des fois en voyage pour voir comment ça se passe ailleurs. On a eu cette expérience 2 fois avec 2 groupes marocains et l'impact, il était juste impressionnant. C'est-à-dire au retour de leur voyage, ils ont inscrit dans leur roadmap quelque chose auquel ils n'avaient jamais pensé. Ça a été validé par les plus hautes instances du groupe, et c'est un très très grand groupe marocain, parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'est quelque chose qu'ils voyaient très très loin, mais quand ils sont partis voir de leurs propres yeux l'impact et l'étendue de ce changement, ils se sont dit, il faut qu'on se prépare. Est-ce que ça va venir tout de suite ou plus tard? Mais on veut être prêt quand ça va arriver chez nous. Et juste pour revenir sur le point dont vous avez parlé tout à l'heure sur la culture de la formation continue au Maroc, je pense qu'elle est présente, mais elle est présente chez les professionnels, chez les bénéficiaires de la formation. On a un marché du travail qui est assez tendu, c'est-à-dire que la plus grosse pression, elle est sur les diplômés pour avoir leur premier emploi. Peut-être pas dans la médecine, parce que c'est les métiers réglementés en général, on n'a pas de problème. Les métiers d'ingénieur et les gens qui ont fait les grandes écoles, ils ont moins de challenge que des étudiants qui ont fait l'université ou la faculté publique. Et donc ce challenge d'avoir son premier emploi, des fois, malheureusement, les diplômés, ils dépannent, c'est-à-dire ils prennent ce qui se présente à eux en premier, parce qu'ils malheureusement, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas ce luxe de choisir vraiment la carrière qu'ils veulent. Des fois, c'est une bonne surprise, et ils se trouvent dans une carrière ou dans un métier qui les intéresse, et forcément, ils se disent, j'ai pas fait d'études dans ce domaine, maintenant je suis dedans, pour performer, je dois me former. Donc tout de suite, rapidement, il va se dire dans sa tête, le meilleur moyen, c'est que je me forme. Les plus curieux, ils commencent sur Internet, ils vont se former, ils vont faire de l'auto-formation, et c'est très bien. Et il y en a qui sont encore plus ambitieux, qui ont besoin de cette légitimité, une crédibilité sur leur CV. Donc il va voir le diplôme ou un certificat, et il va le mettre dans son diplôme pour être reconnu comme expert. Il a l'expérience, mais il veut aussi le certificat ou le diplôme. Des fois, c'est le contraire, c'est-à-dire des gens qui trouvent un emploi dans leur domaine de formation, mais rapidement, ils se rendent compte que ce n'est pas ce qu'ils veulent. Et là, on parle de reconversion professionnelle. Exactement. Et c'est là aussi tout l'enjeu de la formation, de l'offre de formation continue qui doit répondre à des participants qui ont différentes motivations, différentes contraintes, et leur permettre rapidement d'acquérir les compétences nécessaires pour performer dans leur carrière ou pour un entrepreneur de réussir son projet. Sismili, quand vous entendez Sibel Wali, par exemple, Si Chafour, qui également parlé avec passion de leur métier, de la vision qu'ils ont, en tout cas du futur, de l'intelligence artificielle, de la data, en tout cas des énormes
défis, des challenges voilà, dans lesquels le Maroc s'est engagé. Comment voyez-vous justement la position de l'enseignement dans tout ça, dans cette aventure formidable dans laquelle en tout cas notre pays s'est engagé? Est-ce que la position, en tout cas l'apport de l'enseignement d'une manière générale est à la hauteur des attentes exprimées que l'on vient d'entendre là? C'est une question difficile, très juste, mais difficile aussi. Là, je suis tout à fait ravi d'entendre mes collègues parler des besoins de la formation continue et des besoins du rapport avec l'université. Et je crois que ça rompt avec un passé assez récent où l'université tendait la main à l'entreprise. Et l'entreprise était très, pas réticente, mais disons réservée par rapport à cette main tendue, parce que, bon, on ne croyait pas vraiment à l'apport de l'université, etc. Maintenant, avec justement, avec la formation continue, avec la tendance dont a parlé Sibel Ouali, d'abandonner la transmission, parce que les connaissances sont disponibles partout, mais on a besoin d'encadrement, on a besoin le professeur, l'enseignant, c'est un des métiers qui sont les moins menacés de disparition, mais qui vont être transformés de fond en comble. C'est-à-dire que le prof qui vient dans un amphi et dicte ou improvise même son cours, c'est dépassé tout ça. Maintenant, on est dans la formation hybride, c'est-à-dire qu'effectivement, l'étudiant reçoit le cours ou le contenu que veut transmettre l'enseignant avant la séance du cours. Et quand il vient, il a déjà vu le cours du professeur, il a vu les références auxquelles il les a envoyées, etc. Et il vient pour la pratique, soit pour discuter, soit pour intervenir, etc. Et je vais plus loin, c'est-à-dire que si on va vraiment dans ce sens-là, aussi bien au niveau de la formation continue initiale que de la formation continue. Parce que même dans la formation continue, il peut y avoir des fraudes au niveau des cadres, au niveau des employés qui peuvent faire semblant qu'ils ont acquis la formation sans l'avoir acquis ou sans l'avoir suivi jusqu'au bout. Maintenant, on peut arriver à un stade où on demande à l'apprenant, on lui donne accès à tout ce qu'il veut au moment d'une évaluation, un examen, même au niveau du baccalauréat. Venez, moi j'ai fait cette expérience d'ailleurs il y a quelques années, venez, vous avez accès à votre cours, vous avez accès à toutes les références sur place et répondez à l'évaluation. Et au début, les étudiants sont ravis, oh oui, mais ils se rendent compte combien c'est difficile. C'est beaucoup plus difficile que de donner une feuille blanche et un sujet et lui dire, allez, dissertez. Ça, il peut avoir même des écouteurs et travailler, mais quand il a à faire une analyse d'un certain nombre de documents, etc., ça c'est autre chose. Ça demande une formation différente. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui répond aussi à votre question, c'est la question de la transversalité des formations. C'est-à-dire, on est de moins en moins dans des formations trop spécialisées et fermées. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, le médecin, je dis n'importe quoi, cardiologue, qui, dès qu'il y a un pépin en dehors du cœur, il vous dit, bah, je ne peux rien faire, allez-y voir. Ça, c'est de moins en moins, je crois, enfin, je parle d'un médecin en présence d'une autorité, je crois que c'est de moins en moins valable. On a besoin de transversalité, on a besoin des gens ouverts, des gens qui ont de l'empathie avec les malades, par exemple, si on parle de santé, ou avec les étudiants, ou avec des gens en difficulté d'une manière générale. Et ça fonctionne comme ça. Il y a comment on peut appeler ça, une intelligence affective, en quelque sorte, qui met en relation les deux parties, enseignant, enseigné, malade ou patient, médecin, ingénieur, client qui veut faire, je ne sais pas, qui a un projet immobilier ou qui a n'importe quel... Bon, il y a autre chose que le simple diplôme qui va être de plus en plus désuet au niveau de la sélection, parce qu'on ne demande pas un diplôme. On va arriver peut-être à un stade où on ne demande plus le diplôme, on demande les compétences et on vérifie les compétences. C'est ça ce qu'on demande. Ne serait-ce que pour revenir à ce qui a été dit par Sibel Ouali. Il nous reste 3 minutes, 1 minute chacun, bien sûr qui nous servira de conclusion. Votre espoir, votre vision actuelle en tout cas de ce qu'est la formation continue aujourd'hui au Maroc. J'aurais voulu vous entendre là-dessus pour terminer. Bon, très rapidement, je pense qu'il y a un triangle à considérer.
il y a le triangle de quels sont les besoins, quelle est l'offre et quelle est la demande. Qui définit les besoins? En général, c'est les autorités, qu'elles soient publiques ou privées, qu'elles soient santé, etc. C'est eux qui définissent les besoins en fonction de la demande qu'ils ont écoutée des bénéficiaires. Et qui, dans l'offre, à mon sens, c'est beaucoup plus les universités et les sociétés savantes. Mais ici, il y a un dysfonctionnement parce qu'aujourd'hui, au Maroc, on voit que beaucoup d'administrations, pas seulement la santé et l'éducation dont vous avez parlé et d'autres, eux-mêmes s'occupent de faire de la formation. Moi, je pense que ces administrations, ou entreprises, ou cliniques privées, ou publiques, etc., leur rôle, c'est de définir les besoins et le cahier de charges. Mais celui qui doit faire la formation, c'est les autorités académiques, c'est les universités. Il y a ce dysfonctionnement qui existe toujours, qu'on observe. On voit des administrations, à l'intérieur même de l'administration, organiser des séminaires, comme il a dit notre ami, avec des repas, etc., etc. Je pense qu'il faut abandonner ce style de formation continue. Il faut laisser l'université jouer son rôle et les autres. Mais il faut être à l'écoute de la demande, il faut faire des enquêtes, etc. Écouter la demande des bénéficiaires. Je donne très rapidement un exemple. Lorsque nous avons observé ce mouvement qui existe au Maroc de l'assurance maladie obligatoire, on a fait aussi des enquêtes sur dans ce contexte d'assurance maladie, quels sont les nouveaux besoins ou même de nouveaux métiers. Et on a découvert qu'il y a des lacunes très importantes chez certains professionnels. On a créé des masters, des diplômes universitaires, etc., dans ce domaine, pour les organismes d'assurance maladie, tout ce qui est économie et financement de la santé. Donc, il faut laisser l'université faire son rôle, l'administration faire son rôle et écouter les bénéficiaires sur ce triangle. Dans le meilleur des mondes. C'est à vous. Alors moi, j'aimerais bien juste partager avec vous quelques chiffres que je trouve très très intéressants. Il y a une étude qui a été faite par un économiste dont j'ai oublié le nom, mais je peux le chercher, qui a trouvé qu'en 2018, 60% des travailleurs dans le monde entier, ils avaient des jobs qui n'existaient pas en 1940. Donc en 80 ans... D'être même beaucoup plus rapide maintenant. Exactement. IBM, dernièrement, j'ai vu un autre chiffre qui était aussi intéressant, qui disait que la shelf life, c'est-à-dire la durée de vie d'une compétence, surtout technique, elle est de 2 ans et demi. Donc avec l'intelligence artificielle, avec tous ces changements que nous sommes en train de voir, on va dire que le rythme s'accélère. Donc ça a pris peut-être 80 ans pour créer des jobs qui n'existaient pas en 1940. Ça va être moins, forcément. Donc après, il faut pas s'alarmer. C'est-à-dire que la technologie, elle va créer de nouveaux jobs et on aura de nouvelles opportunités et on va peut-être même avoir des jobs qui sont plus riches et qui ont plus de sens, ce qui est très très bien pour tout le monde. Mais il faut accompagner, d'un point de vue macroéconomique pour le pays, il faut absolument mettre le point sur la formation tout au long de la vie parce que ça permet on a reçu dernièrement une grande entreprise dans le secteur automobile à côté de nous, sur le campus de Bourknadl, qui disait que le Maroc formait de très très bons ingénieurs, il formait de très très bons techniciens, mais ils ont beaucoup de problèmes dans le middle management. Donc les gens qui vont être le lien, et c'est vraiment la cheville ouvrière d'une entreprise, c'est la strate des middle managers qui sont au milieu, ils sont les responsables directs hiérarchiquement des techniciens et les relais pour les ingénieurs. Et c'est eux qui drivent le business, qui font en sorte de faire tourner la machine. Donc ça, je pense que... Et je finirai avec un dernier exemple, c'est l'Égypte, qui ont un problème de devise, comme tout le monde le connaît. Ils ont passé un contrat avec Udacity, qui est comme Coursera, une plateforme d'enseignement en ligne, pour former des Égyptiens sur les technologies. Ils ont formé 150 000 personnes en 2 ans. Et l'objectif, c'était de les former sur la technologie et de les permettre d'être des freelancers. À la sortie, donc c'est 150 000, pas tous,
Mais pour ceux qui ont fait le métier de freelancer sur la technologie, c'est-à-dire prendre des missions à l'étranger, ils ont fait ramener au pays 200 millions de dollars de rentrée de devises. Donc, c'est un investissement dont le retour il était juste impressionnant. Ça a comblé le vide pratiquement. Merci beaucoup. Sismili, c'est à vous, l'éducation, l'enseignement, la formation continue. Votre point de vue à ce niveau-là, en tout cas, vos espoirs. J'aimerais qu'on arrive à la conviction que la formation continue s'organise à la base et non pas au sommet. Au sommet, comme disait Sibel Wali, il faut une orientation, un cadre général, peut-être. Mais plus on descend, ce sera au niveau des académies, par exemple, un peu plus précis, mais au niveau des besoins réels de l'école, il faut que ce soit à la base, mais il faut qu'il y ait réellement une équipe de travail qui définisse leurs besoins dans le cadre d'un projet d'établissement. Très important, on n'a pas parlé de ça. Il faut travailler maintenant de plus en plus, il faut travailler en mode projet. Si on ne travaille pas en mode projet, c'est de l'anarchie, c'est du n'importe quoi. Donc il faut travailler en mode projet, mais un mode projet autour duquel il y a tout un staff qui travaille, qui peuvent évaluer en évaluation interne, avant évaluation externe, leur travail, etc. Et là, on peut organiser la formation continue. D'un autre côté, il y a les centres de formation des enseignants eux-mêmes. Les centres de formation des enseignants doivent intégrer justement cette culture de la formation, de l'apprentissage tout au long de la vie. Parce que malheureusement, effectivement, dans le domaine de l'éducation, les gens ne sont pas encore, surtout au niveau de l'enseignement supérieur. Je me rappelle du temps où on travaillait ensemble avec le professeur Harouchi sur la formation continue, etc., des facultés de médecine. Bien, les enseignants du supérieur considéraient que avoir de la formation continue, c'est instaurer de l'inspection au niveau de l'enseignement supérieur et refuser absolument cela. Merci beaucoup, messieurs. Professeur au pluriel avec NS, Redouane Belwali, directeur de l'école internationale Mohamed VI de santé publique et du centre Mohamed VI de formation continue, Salahdine Chafouk de Business Development. On aurait pu parler de l'Afrique aussi, c'est vrai que malheureusement nous sommes en manque de temps, mais on y reviendra, je suis sûr et certain. Business donc Development Manager à l'école ESSEC, Business École Afrique, Business School Afrique, Hassan Smili. Merci beaucoup, doyen fondateur de la faculté des lettres et des sciences humaines de Casablanca, ancien directeur du pôle études et recherches du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'était l'heure des experts. Merci à vous et à très bientôt. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'École internationale Mohamed VI de santé publique et ESSEC Business School Campus Afrique.